Bienvenue à Algo Balado, programme Ta réussite, le balado des services à la vie étudiante. Aujourd'hui, on va parler de relations. Donc, de relations au sens large, donc des relations à la fois amoureuses, familiales, amicales. Puis, au travers de tout ça, il nous semblait important d'aborder la diversité d'orientation et de genre, qui est pour nous vraiment très connectée à ces relations. Et on va aussi parler de tout ce qui est témoin actif, comment en être une, comment être un allié, une alliée. Et avec toutes ces discussions-là autour de la table aujourd'hui, on va aussi amener des petites définitions pour permettre de un peu mieux s'y retrouver. Donc, mon nom est Marion Deden, mon pronom est elle, et je suis intervenante psychosociale au service à la vie étudiante. Je fais à la fois du soutien psychologique individuel et aussi des activités de prévention, d'où mon animation balado aujourd'hui. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer avec mon collègue Bruno, vu que Julie est absente et on la salue. Donc, bonjour Bruno. Bonjour, c'est Julie qui est absente. Je m'appelle Bruno Boileau, je suis conseiller en soutien à l'apprentissage. Mon pronom est le il, pardon. Et je suis aussi coordonnateur du programme Neurofocus, le cours ATE 070. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir deux personnes de l'ETS. Je vais demander de se présenter, donc je vais demander à Marianne de te présenter. Allô, moi je suis stagiaire en sexologie à l'ETS. Donc, mon nom c'est Marianne, mon pronom est elle. En fait, qu'est-ce que je fais à l'ETS? C'est de la relation d'aide majoritairement individuelle. Sinon, je fais aussi des groupes, un petit peu des groupes d'animation une fois de temps en temps. Puis je suis là depuis septembre, donc voilà. Bienvenue Marianne. Merci. Bienvenue. Et je demande à Chloé aussi de se présenter. Donc, moi, c'est Chloé. J'étudie à l'ETS en génie logiciel. Je suis à l'ETS depuis à peu près 2019. Moi, j'ai fait le cursus. Mon pronom, c'est IL. Je suis très impliquée dans pas mal tous les clubs. Je me promène un peu partout. Je suis membre de CAPRA. Je suis membre de Intégral, le club LGBT QIA2+, de l'école. Je suis aussi chef de la DCI. Puis, je suis en train de fonder une troupe de théâtre pour ceux que ça intéresse. Oh, Je savais pas qu'il y avait ça qui se préparait à l'ETS. Ça commence à ça. Bienvenue. Donc, comme je disais un peu dans l'introduction, on va parler de relations. Et je sais pas pour vous, mais souvent, quand on parle de relations, on a cette idée-là de la relation amoureuse, mais d'une relation amoureuse de couple à deux. Souvent, dans notre imaginaire collectif, c'est un homme, une femme. On suppose qu'ils ont une relation intime et sexuelle, des relations sexuelles. Donc, on dirait que c'est vraiment notre façon de concevoir a priori la relation. J'aimerais savoir, est-ce que c'est réaliste de voir la relation comme ça? On a notre petite idée, mais on aimerait ça vous entendre là-dessus. Bon, en fait, non, ce n'est pas réaliste. C'est une vision qui est très hétéronormative de la société. Quand on parle de relations interpersonnelles, ça peut être avec une, deux, plusieurs personnes, pas nécessairement juste avec une autre personne. Puis il y a aussi une diversité d'orientation sexuelle qu'on va parler plus tard. On va donner quelques définitions. Sinon, il n'y a pas forcément de sexualité non plus dans les relations amoureuses. C'est ce qu'on va penser un peu de base, mais finalement, c'est ça change de relation en relation. Puis voilà, il y a certaines personnes qui sont asexuelles. Les besoins de tous et toutes sont différents. Donc, on va un petit peu changer là-dessus. Puis de mon côté, moi, je dirais vraiment comment je vis ça, l'hétéronormativité. C'est comme si tu devais vraiment te caser, si tu devais vraiment être dans une boîte. Puis c'est comme, justement, dans ma relation, j'ai dû déconstruire un peu ces choses-là, des idées préconçues sur la relation, sur qu'est-ce qu'on est censé faire, sur comment aussi les gens nous perçoivent. Parce que moi, je suis dans une relation qui a l'air très hétéronormative, mais c'est absolument pas le cas. Donc, c'est une relation aussi, c'est quelque chose qu'on doit construire ensemble. Fait que vraiment, en fonction de nos réalités, de nos désirs, de nos besoins, c'est jamais les mêmes choses, les besoins des gens. Et aussi, des fois, on peut pas justement combler tous les besoins de l'autre personne. Donc, peut-être à ce moment-là, avoir plusieurs personnes, que ce soit dans plusieurs relations amoureuses ou des relations amicales qui peuvent appuyer là-dessus. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut discuter dans la relation un peu.
qu'est-ce qu'on s'attend, nous, de la relation en dehors du cadre hétéronormatif qu'on a habituellement et qu'on entend et qu'on voit aussi dans les médias. Tu sais, par exemple, moi, dans ma relation, on a trouvé des questionnaires en ligne pour un peu trouver qu'est-ce qu'on voulait dans une relation, puis on a rempli ces questionnaires-là, puis c'était quand même intéressant parce que ça nous faisait aborder des sujets que j'aurais pas nécessairement abordé, là, tu sais. Parce qu'il faut vraiment que tu t'assis puis tu prends le temps de vraiment définir, OK, mais là, moi, je veux que cette personne-là, que mon partenaire soit un ancrage émotionnel. Je veux que mon partenaire, qu'on ait des relations sexuelles. OK, mais qu'est-ce que tu veux faire aussi dans les relations sexuelles? Donc, c'est quand même, c'est très intéressant de remplir le questionnaire puis de le faire ensemble. Puis c'est aussi important de le faire, de réfléchir à sa relation au fil des années aussi, puis au fil des mois. Parce qu'on change, on évolue en tant qu'être humain, donc notre relation va nécessairement changer aussi. Donc, c'est vraiment... il faut de la communication dans la relation, puis il faut vraiment se dire qu'est-ce qu'on veut de notre relation. Beaucoup de communication aussi, puis de la construction, puis de réaliser que ça va évoluer dans le temps. C'est pas quelque chose qu'au début va rester, puis on a encore cette mentalité-là, peut-être de très ancrée que c'est comme ça jusqu'à la fin, où on va dire « Ah, t'es plus comme avant, t'as changé. » Ben oui. Heureusement. Heureusement, c'est ça. Donc, oui, merci. Ouais. Mais c'est vraiment intéressant de voir que ça se construit parce qu'effectivement, tu sais, des fois, on entre en relation puis on présuppose que l'autre sait nos attentes, que c'est ça, que notre volonté correspond à ce qu'on peut imaginer en fonction de notre apparence. Donc, tu sais, on t'en parlera un peu plus tard, je pense, mais c'est ça, c'est que finalement, c'est d'essayer d'arrêter les présuppositions quand on arrive en relation, puis pas juste en relation amoureuse, hein, c'est en relation amicale, familiale, même professionnelle. Hein. On verra jusqu'à quel point ça peut aussi aller en relation professionnelle, mais pourquoi pas, hein? Donc, super intéressant. Donc, est-ce que c'est possible que les relations amoureuses soient plus normées, qu'on ait l'impression qu'il y ait moins d'attentes dans les autres types de relations? Ben oui. En fait, c'est à nous de faire le travail de dénormaliser la relation amoureuse hétéronormative. Une des premières choses qu'on peut faire, en fait, c'est d'éviter de faire des suppositions. Donc, par exemple, on le voit souvent, souper de famille, t'as-tu un petit chum, t'as-tu une petite blonde? Donc, on a vraiment l'idée que la relation de couple est l'idéal à atteindre, puis que les autres types de relations sont moins idéales, en fait, que cette relation-là. Il y a aussi des moyens d'ouvrir la possibilité à la diversité si on demande, par exemple, vis-tu des relations significatives? Donc, ça vient changer vraiment le discours, autant au niveau de l'assomption, de l'orientation sexuelle, que dans la façon qu'une personne de vivre ses relations, point. Je pense que le discours, justement, c'est hyper important de se rendre compte, en fait, qu'on perpétue un peu des stéréotypes puis cette hétéronormativité-là. Puis justement, la question, un petit chum, mon Dieu, je la déteste. je la déteste. Puis justement, tu sais, moi, j'aurais aimé ça me faire demander, puis tu sais, tes relations amicales, comment ça va? Parce que justement, tu sais, c'est une relation aussi, comme c'est le sujet du podcast, puis c'est aussi bénéfique que des relations amoureuses. C'est aussi... T'as autant d'émotions, tu peux avoir justement des peines un peu d'amitié. Bien sûr. Puis des break-up d'amitié, entre guillemets, là, je dirais aussi, là, que justement, moi, ça m'est déjà arrivé de justement briser une relation, de dire, OK, ben là, ça marche plus. Ça travaille juste d'un bord, fait comme si tu veux pas être mon ami, ben genre, je vais laisser ça là, puis tu sais, je vais passer à autre chose. Là. Puis justement, un peu dans les relations, c'est quand même difficile de vivre cette hétéronormativité-là. Par exemple, moi, je me présente très féminine, mais je m'identifie comme à genre, donc j'ai pas de genre en tant que tel, je m'identifie comme moi-même, en fait. C'est comme ça que je le décris un peu. Puis souvent, ben, tu sais, dans un milieu d'ingénierie où est-ce que c'est majoritairement masculin, j'ai tout le temps un peu l'impression que on me perçoit justement comme femme, donc on venait venir me cruiser. Puis c'est souvent ça qui ressort de mes relations aussi, quand je suis dans un groupe de gars. C'est tu sais, c'est la seule femme, faut aller la cruiser. Puis je trouve ça quand même assez difficile, puis c'est comme quasiment un peu comme un vécu de microagression de tout le temps être perçu de cette façon-là, puis de tout le temps avoir cette relation homme-femme ou juste relation envers quelqu'un d'autre qui est abordée de ce sens-là, un peu de relation amoureuse, alors que justement les relations amicales, c'est tout aussi enrichissant et
vraiment, c'est quelque chose d'enrichissant. Oui, exactement. Ouais, et puis d'amener la relation plutôt de personne à personne, puis voir ce que ça donne, cette relation-là, sans avoir des attentes. Hein, mais c'est très dur, on est conscient que c'est très dur à déconstruire, hein, parce qu'on est en train de parler des choses qu'on a... Des choses qui ont été construites depuis la plus jeune enfance et qui sont... c'est comme nager un peu à contre-courant, hein, ce qu'on propose là, dans les suggestions, ce dont tu nous fais part, là, Chloé. Mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant d'avoir au moins cette vision différente des choses. Hein. Comment on peut aborder une personne en tant que personne, sans supposition, en essayant d'essayer d'en avoir de moins en moins. Puis justement, c'est ma prochaine question. Comment on peut rentrer en relation de manière plus saine? Est-ce qu'on a des petits conseils? On en a des petits conseils. En fait, premièrement, c'est de rentrer en relation avec des intentions saines, des intentions qui sont bienveillantes. Vous l'avez nommé, en fait, c'est d'approcher la personne comme si c'était une personne... Point. Donc, pas juste de faire des suppositions, donc par rapport à son orientation sexuelle, son genre. Puis c'est encore l'idée de devoir déconstruire nos propres idées préconçues. Puis c'est pas facile, en fait. Ça demande un effort. Puis c'est pas toujours facile non plus avec la langue française. Tu sais, juste l'autre jour, j'ai appris un nouveau terme par rapport au terme siblings en anglais, qui est adelph, en fait, en français. Puis moi, c'est ça, j'étudie, je suis dans le bain de la sexologie, puis je savais même pas. Fait qu'on apprend constamment, ça c'est sûr. Puis aussi, c'est même pour les personnes qui s'associent nouvellement à un genre aussi que ça peut être difficile. Donc, difficile à déconstruire et à faire le changement de cette binarité de genre-là qui a été installée depuis le plus jeune âge, en fait. Là. Puis ben, c'est ça, justement, même moi, de mon bord, quand j'ai fini par me rendre compte justement de mon identité de genre, en fait, j'ai un ami que j'ai découvert qu'il était intersexe. Puis je me suis vraiment questionnée à ce moment-là, comment est-ce que moi je me perçois? C'est quoi qui fait que quelqu'un est un homme, quelqu'un est une femme? Puis je me suis vraiment questionnée là-dessus. Puis là, je me suis dit, je m'en vais tellement trop dans le côté scientifique que genre, ça veut dire qu'il y a un problème, là, que je me questionne autant. Puis justement... moi, ça fait quand même ça fait à peu près 1 an que j'ai découvert un peu comme cette réalité-là de moi. Puis ça fait 1 an aussi que je fais des efforts justement pour tout déconstruire ça. Puis c'est hyper difficile. Puis je me suis rendu compte justement que la langue française est tellement genrée. Juste, il y a plein d'accords partout. Puis que, on en parlait un peu avec Marion puis Marianne quand on faisait la préparation du podcast. Mais on dit souvent que le masculin, l'accord masculin, c'est un peu le neutre, mais ça filait bizarre, hein? Fait que, il y a encore, je pense qu'il y a encore beaucoup mettons, il y a des choses à changer dans la langue française un peu pour mieux, mettons, comprendre les réalités qui ressortent aujourd'hui. Puis sinon, le paradoxe, l'orientation puis l'identité de genre, c'est un peu paradoxal parce que c'est invisible, en fait. Puis c'est encore plus dur de déconstruire ça parce que si la personne te le dit pas, mettons qu'elle est à genre ou qu'elle est non-binaire ou qu'elle est trans, ben ça paraît pas. Puis c'est difficile justement parce que aussi notre cerveau, ben justement comme Marianne tu disais, c'est encore très binaire comment c'est construit. Mais c'est ça. Puis moi aussi, quand j'ai commencé à rentrer un peu dans le côté de la diversité, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a tellement de diversité partout. Mais c'est ça, mais c'est juste vu qu'elle est invisible, on la voit pas. Tu sais, si on prend pas le temps de demander aux gens, ben c'est sûr qu'on verra pas cette diversité-là. Fait que, tu sais, juste de s'ouvrir aux autres, je me suis rendu compte que ben, j'ai plein d'amis autour de moi qui sont pansexuels, qui sont bi, qui sont gays. J'ai des amis qui sont aussi non-binaires, j'ai des amis trans, puis c'est comme un nouveau monde qui s'ouvre. Dans le fond, ce que je comprends aussi, c'est que pour pouvoir avoir accès à ces choses-là, il faut entrer en relation avec l'autre personne. On peut plus juste se fier aux apparences ou juste au premier regard, aux préjugés. Donc, on doit entrer en communication ou en relation avec la personne. Donc, peu importe le type de relation qu'on veut développer, on a beaucoup d'idées de séduction, souvent, que tu en as parlé un peu tantôt, que les garçons vont entrer en première relation comme ça. Est-ce que vous auriez encore des conseils que vous pourriez nous donner pour faire différent, de façon plus saine, puis surtout de façon plus authentique d'entrer en relation?
Oui, certainement. En fait, c'est pour tous les types de relations, là, pas juste pour les relations qui sont amoureuses. Donc, c'est sûr qu'on en a parlé tantôt, l'authenticité. Donc, se présenter comme on est vraiment, d'avoir aussi une capacité d'écoute, de s'intéresser à l'autre, de vouloir apprendre à connaître l'autre, d'être ouvert aux différences, d'être ouvert à l'autre, pas nécessairement d'adhérer à la différence, mais d'être ouvert, d'avoir une communication qui est saine, qui est authentique, donc dire comment on se sent, ce qui nous a dérangé, sans toutefois mettre la faute sur l'autre. On a tendance aussi à faire ça beaucoup en relation. Il y a aussi une partie, je pense, d'amour de soi, dans le sens où il faut se connaître suffisamment, puis vouloir ce qu'il y a de mieux pour soi. Donc, s'entourer de personnes qui nous font vibrer, qui ne nous mettent pas dans des situations qui sont inconfortables. Puis souvent, on a le gut feeling un peu pour ça, on le sent, là. Sinon, se faire confiance, finalement. Oui, se faire confiance. Puis aussi, ça peut être, en fait, de fixer des limites à cette relation-là. Donc, combien d'énergie, de temps je peux donner à cette personne? Est-ce qu'il y a des critères, par exemple, qui sont non négociables afin de rentrer dans ma vie? Ça peut être quelqu'un, par exemple, je vais pas laisser rentrer quelqu'un dans ma vie qui valide pas comment je me sens ou qui me gaslight, par exemple. Ouais. Puis, je pourrais ajouter à ça, il y a les 5 love language. C'est un peu, pas paradoxal, mais tu sais, souvent, vu qu'il y a le mot love, on pense à amour, juste relation amoureuse. Encore une fois. Mais je veux dire, c'est aussi significatif, c'est aussi relevant dans les relations amicales. Excusez, j'ai dit un mot anglais. Mais les 5 love language, je vais les nommer en anglais, puis je vais donner une définition française. Donc, il y a le quality time, le physical touch, acts of service, words of affirmation, puis des gifts. Donc, du temps de qualité, le toucher, rendre service, des mots doux, verbaux, et aussi donner des cadeaux. Puis c'est, dans le fond, qu'est-ce que c'est les 5 langages de l'amour? C'est, dans le fond, ça explique un peu c'est quoi notre façon de donner de l'amour, de montrer notre amour aux autres. Puis, mettons, moi, juste dans mes relations amicales, je veux dire, j'ai une amie que pendant la pandémie, elle m'envoyait beaucoup de nourriture. Donc, tu sais, elle me commandait souvent de la nourriture. Fait que, tu sais, moi, je me suis dit, elle, c'est sûr que c'est un de ses signes de langage d'amour, comment qu'elle transmet son affection, c'est elle envoie des cadeaux. J'ai d'autres amis aussi que c'est le cas. Puis juste apprendre un peu à se connaître, justement, comment que nous, on exprime notre amour, c'est super important dans la relation. C'est parce que des fois, si tu exprimes pas ton amour de la même façon que les autres, t'as l'impression que l'autre t'aime pas. Puis l'autre aussi, l'impression que tu l'aimes pas. Parce que vous montrez pas l'affection de la même façon. Fait que dans ma relation actuelle aussi, on a fait le quiz justement pour apprendre nos langages de l'amour. Puis là, on essaie d'être conscient. Puis fait que là, mettons, moi, j'essaie de vraiment verbaliser mon amour quand je parle avec mon partenaire. Puis lui, il essaie de vraiment passer du temps avec moi. Fait que ça, c'est quand même très important. Puis peut-être un petit fun fact, un fait amusant. Il y a un terme, tu sais, on a le terme crush pour les personnes qu'on aime amoureusement. Mais il y a aussi un terme pour les crushs amicaux, puis ça s'appelle un squish. Un squish. Un squish. Intéressant. J'aime beaucoup ces langages de l'amour. Hein. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis au fur et à mesure que je t'écoutais, je me disais, mais oui, ça marche aussi pour les relations amicales, pour, tu sais, même pour les collègues avec qui on se sent proche. Hein. Donc on voit à quel point on a mis ça dans la boîte de relations amoureuses, puis qu'on oublie que l'amour, c'est au sens beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, hein, et qu'on peut aimer au sens large. Donc, c'est beau. Non, mais je trouve ça vraiment beau de voir qu'il y a ces différents langages, puis de voir aussi à quel point c'est important d'en discuter avec une personne qu'on aime, pour voir un peu, c'est ça, tu sais, moi j'ai tendance à, mon langage d'amour, c'est plus ça, toi c'est quoi, puis de voir un peu justement comment on peut, pour faire plaisir à l'autre, pour nommer à l'autre qu'on l'aime, des fois aller le rejoindre dans son langage qui lui est propre. Oui, parce que des fois on peut même aussi attendre en retour le langage d'amour que nous on aime donner et on le reçoit pas, donc on se questionne sur la relation, donc encore une fois c'est la communication qui est importante. Oui. Donc, toute cette diversité-là, on peut parfois entendre ou avoir l'impression que c'est une mode qui va passer, que c'est trendy, que les relations ont beaucoup changé au cours des dernières années aussi, puis ça a amené beaucoup de difficultés aussi de s'y retrouver. Ça peut être mélangeant des fois. Est-ce que c'est vrai?
Ben c'est sûr, ça peut être mélangeant. Ça change beaucoup. Puis tu sais, comme les humains évoluent, ben les définitions aussi évoluent. Tu sais, auparavant, c'est pas que ça existait pas, c'est qu'il y avait simplement pas de terme qui était associé aux diversités. Puis peut-être plus de tabous aussi. Aussi. Ouais. Ben oui, tu sais, c'était s'il y en avait des diversités, ben c'était des fois pas légal, souvent pas légal, tu sais, même. C'était mal vu, ouais. Donc, c'est important, en fait, de se rappeler aussi que le genre, l'orientation sexuelle sont des construits qui sont socio-culturels. Ça veut dire que c'est influencé par l'environnement, donc l'éducation, les interactions. Donc, c'est vraiment un construit. Donc, c'est pour ça que ça change toujours, parce que le construit change. Tout à fait. Ouais. Puis, tu sais, même, en fait, on a l'exemple des Premières Nations. Donc, il y avait et il y a encore depuis des milliers d'années des personnes qui se disent be spiritual ou two spirits. Donc, ça vient pas d'hier qu'il y a des diversités dans plusieurs cultures. Puis, tu sais, c'est sûr qu'au Québec, ça a été un peu long avant qu'on accepte un peu les diversités. Tu sais, ça n'a pas été avant 1969 que l'homosexualité a été légale, en fait, au Québec. C'était pas une maladie. Ouais, exactement, tu sais. Fait qu'avant DSM-2, on se rappelle. Je sais pas quel DSM, mais oui, ça a pris du temps. Donc oui, ça change, en fait. Ouais. Oui, puis ça évolue, puis c'est aussi vrai, en fait, pour nous-mêmes. Dans le fond, tu sais, les étiquettes, comme je parlais tout à l'heure, moi, j'ai découvert quand même assez récemment que j'étais dans le spectre de la non-binarité. Puis, mettons, si on peut donner quelques petites définitions, justement, j'ai dit non-binaire. Ben, dans le fond, c'est ça. Ça peut être quelqu'un qui est... c'est quelqu'un qui est pas dans la binarité. Donc, ça peut être un homme qui peut se sentir comme un homme et une femme, comme pas du tout les deux. Plein d'autres choses du genre. C'est aussi un terme parapluie, donc il va y avoir d'autres mots pour un peu plus décrire un peu mieux comment on se sent vis-à-vis de son genre. Puis c'est aussi, ben, dans le fond, le mot trans. Une personne non-binaire, techniquement, c'est une personne trans parce que le mot trans, c'est dès que quelqu'un ne se sent pas aligné, dès que quelqu'un n'est pas aligné avec le sexe qu'on lui a assigné à la naissance, c'est une personne trans. Donc, le mot trans, dans le fond, c'est aussi un terme parapluie qu'on va dire qui va englober beaucoup d'identités. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que les gens non-binaires vont se dire trans aussi. Justement, on parlait de diversité. Ben, chaque expérience est unique. Puis c'est ça qui va se refléter aussi dans les étiquettes. Puis, mettons, juste si je prends le terme bisexuel, ben, j'ai une amie elle est pansexuelle. Puis elle se dit non, la pansexualité, c'est absolument pas la même chose que la bisexualité. Mais moi, de mon côté, je vois vraiment la bisexualité comme un terme parapluie, justement, qui va englober la pansexualité, l'omnisexualité et d'autres sexualités où les attirances sont multiples. Donc, il y a un peu de définition comme ça. Qu'est-ce qui peut être intéressant aussi pour les gens qui nous écoutent, c'est le split model attraction, ou le modèle d'attirance splitté. Il faudrait vraiment diviser, Il faudrait vraiment que je trouve la version française. Ouais, le problème aussi, c'est souvent, toutes les ressources sont très anglophones, anglaises. Puis dans le fond, ça, qu'est-ce que ça veut dire, c'est que justement, même dans nos attirances, en fait, c'est pas du tout la même expérience qu'on vit. Souvent, les gens, ils vont être hétéro-romantiques et hétérosexuels. Donc, ils vont avoir leur attirance romantique et leur attirance sexuelle qui vont être alignées, donc ils vont être pareils. Mais pour les gens, par exemple, qui sont asexuels, ça, c'est un terme qui décrit les gens qui sont peu ou pas du tout attirés sexuellement par autrui, ou qui sont aussi attirés selon certaines conditions. Ben, ces personnes-là, ben, ils peuvent quand même vivre des attirances envers d'autres personnes. Donc, on va aller décrire justement du côté romantique, comment ils vivent ça. Ou sinon, justement, du côté romantique, ben, il y a des gens qui sont aromantiques. Donc, eux, ça va être l'attirance romantique qu'ils ne vont pas ou peu ressentir ou ressentir dans certaines conditions. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'ils vont se ressentir justement de l'attirance sexuelle. Ouais. Puis justement, tu sais, c'est quoi l'attirance sexuelle? Ben, c'est, mettons, c'est vraiment de vouloir des relations sexuelles avec quelqu'un en particulier. Donc, c'est vraiment différent de la libido, que c'est ton corps, dans le fond, qui veut un peu un stimuli sexuel. Puis, c'est aussi différent du désir sexuel. Parce que, tu sais, mettons, il y a des... Genre, tu peux manger du chocolat pour avoir plus de désir sexuel ou des choses du genre. Ou le désir sexuel, en fait, c'est vraiment influencé par tout.
C'est pas dirigé envers quelqu'un, c'est vraiment... au sens large. C'est au sens large, là, tu sais, OK. tu veux juste une relation point barre, là. Donc, c'est un peu ça, comment on définit les attirances. Les attirances, c'est vraiment orienté vers quelqu'un. Puis c'est pas non plus, les attirances, ça veut pas dire que tu vas pas te mettre en relation avec quelqu'un. Donc, si tu es asexuel, ça se peut très bien que tu aies des relations sexuelles. Il y a toutes sortes de raisons pour vouloir être en couple ou avoir des relations sexuelles. Donc, c'est ça. Donc, la sexualité et la romantisme, c'est aussi 2 termes parapluies. Donc, on va regrouper La là-dedans. sexualité, L', asexualité. Oui, L', asexualité. Donc, c'est sexualité avec un A devant. Donc, c'est aussi un terme parapluie. Puis là-dedans, justement, on va retrouver des gens qui vont se dire demisexuels ou gris-sexuels. Donc, le gris, bien, on s'entend, c'est comme un peu la zone grise. Hein, c'est comme les gens qui ont des attirances, mais qui ne savent pas trop dans quelle catégorie se mettre des fois. Demisexuel, tout ce qui est les demisexuels ou demi-romantiques, dans le fond, l'attirance, ça va être... il va avoir une possibilité d'être attiré envers quelqu'un juste quand il va avoir un lien fort, un lien émotif avec cette personne-là. Donc, par exemple, moi, de mon bord, je suis demi-romantique. Donc, moi, c'est vraiment... Je me suis rendu compte que j'avais des crushs juste sur mes amis. Donc, tu sais, avoir un coup de foudre de quelqu'un, c'était pas mal impossible pour moi. Il fallait vraiment que j'aie une relation amicale qui se développe, puis que ça prenne quelques années, puis que je connaisse bien la personne avant de pouvoir avoir des attirances romantiques. Ça, c'est le demi-romantique? Demi-romantique, oui. Okay. Mais tu as aussi le demi-sexuel. Donc là, c'est la même chose, qu'il faut que tu aies une connexion avec la personne, mais pour être attiré sexuellement vers celle-là. Ouais. Puis c'est ça. Puis les étiquettes aussi, si je peux finir là-dessus. Moi, au début, je voulais absolument pas m'étiqueter. J'étais comme, mais tu sais, moi, je veux juste aimer les gens comme j'aime. Je me suis rendu compte que souvent, je me faisais questionner justement sur, toi, Chloé, tu sais, t'es pas en couple, mais comment ça? Tu sais, genre, c'est qui que t'aimes? Tu sais, c'est quoi ton type? C'est quoi ton genre? Puis je me suis rendu compte que c'était compliqué d'exprimer comment que je ressentais mon attirance. Et justement, d'avoir des étiquettes, ça me donnait vraiment un vocabulaire pour mieux expliquer comment que je ressentais mes attirances et comment que je vivais l'expérience. Donc, les étiquettes, c'est pas nécessairement mauvais, il y en a beaucoup, mais ça donne quand même un vocabulaire pour mieux expliquer, puis mieux communiquer justement avec nos différentes relations, de comment qu'on vit ces relations-là. Ouais. C'est vrai que les étiquettes, on peut avoir un peu le côté négatif de se faire étiqueter. C'est-à-dire que je suis dans cette case-là, puis je suis obligée de rester dans cette case-là. Donc, c'est intéressant de voir que l'étiquette, finalement, peut aussi te permettre de mieux te faire comprendre par les autres. Hein, mais tout le temps en gardant conscience que cette étiquette-là peut changer dans le temps. Oui. Que je me considère comme ça aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que mettez-moi pas dans cette case-là, parce que ça se peut que ça évolue au fur et à mesure de ma vie, des rencontres, de comment je me perçois. Ouais. En tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant, puis on voit à quel point c'est vaste et que c'est en construction aussi, hein, tous ces termes-là, ces thèmes-là, qu'il y a aussi, hein, tu parlais de ton ami et toi qui n'avait pas la même définition, je pense, de la bisexualité. C'est ça, on voit qu'il y a encore des façons différentes de percevoir les choses, puis c'est super intéressant. Puis d'ailleurs, tu nous parlais un peu, quand on préparait ce balado, tu nous parlais de spectre, ou plutôt de cercle, parce que c'est ça, on voit le spectre en disant qu'il y a comme un début, une fin, un plus, un moins quasiment, là, mais finalement que ça peut être beaucoup plus vaste avec comme un cercle. Oui, c'est ça, le spectre, Marianne, on en avait discuté aussi ensemble. Puis le spectre, ce qui est moins le fun avec le spectre, c'est que c'est comme si c'était 2 côtés opposés. Tu sais, c'est comme si tu avais un côté, mettons, homme, un côté femme, puis là, mettons, tu étais au milieu, tu étais non-binaire. Mais c'est pas ça la réalité, parce que c'est pas que tu es au milieu de 2 genres, ou c'est pas que peut-être que tu es à côté. Donc, c'est pour ça que, mettons, un cercle chromatique de couleurs, ça permet un peu plus de décrire un peu plus son expérience, parce que c'est vraiment, c'est un cercle. Déjà, il n'y a pas d'extrémité, il n'y a pas rien qui s'oppose. Puis tu peux avoir autant de variations dans la saturation, dans la couleur, dans la luminosité que tu veux, pour vraiment un peu plus décrire ton expérience, parce qu'au final, justement, on est des êtres humains, on vit les choses de façon complètement différente. Donc, dans cette espèce de normalité-là, ou dans cette espèce de majorité-là, toutes nos expériences sont différentes. Donc, le cercle chromatique vient un peu montrer toutes les nuances
de nos attirances ou de nos relations envers autrui. C'est ce qui a un peu amené notre titre, 50 nuances de relations. Puis 50, on voit que c'est vraiment peu par rapport à toute la diversité qu'il peut y avoir. Mais on voulait faire référence à cette idée-là que je trouve très imagée, très intéressante. En fait, on dirait que ça a comme ouvert la perspective. Oui, vraiment. Puis on constate justement à travers les médias, la télévision, les réseaux, que ça change beaucoup. Il y a vraiment une plus grande représentation aujourd'hui de cette diversité-là. Pourquoi cette diversité-là est importante selon vous? Puis pourquoi on en a besoin? Ben en fait, Chloé l'a un peu mentionné plus tôt. Cette diversité-là, en fait, ça donne le choix. Donc, on a l'option de. Donc, on a le choix de se poser la question, de pouvoir s'identifier à quelque chose si on veut, si c'est ça notre besoin. Encore là, c'est pas tout le monde qui va vouloir avoir des étiquettes. Puis c'est correct comme ça aussi. Puis aussi, en fait, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de discrimination auprès des personnes de la diversité. Ça a été montré, en fait, que malheureusement, ces personnes-là, ils ont moins d'accès aux services de santé, c'est plus complexe, accès au logement. Donc, c'est vraiment de savoir qu'il y a des discriminations encore, puis qu'on se situe un peu dans cette complexité-là de privilèges et de discrimination, tu sais. Donc, voilà, c'est un peu... Ça s'améliore, je pense, mais il y a encore un peu de travail à faire à ce niveau-là, moi aussi, je dirais qu'il y a un peu beaucoup de travail encore à faire. Puis, ben, c'est ça. Moi, j'aurais pris justement cette diversité-là qu'on a de nos jours. Tu sais, je trouve ça le fun dans les émissions. Il y a quand même de la diversité. Puis, je suis comme, ah ouais, tu sais, je trouve ça. C'est vraiment le fun d'écouter les émissions de nos jours. Puis, c'est justement cette diversité-là, ben, ça te permet justement de reconnaître, de te questionner aussi, en fait, sur tes relations. Parce que, justement, si tu vois tout le temps à l'écran les mêmes types de relations, tu te questionnes pas. Puis moi, je me questionnais absolument pas. Ben non, c'est vrai. Moi, je me suis jamais questionnée moi-même. C'est tout le temps les autres qui me questionnaient. Puis je me trouvais... Moi, je pensais, en fait, que tout le monde était comme moi, pour être honnête. Puis, puis c'est aussi juste pour représenter la société. Parce que sinon, ces voix-là sont silencieuses. Et la société est remplie de gens différents, de gens colorés, de gens de toutes sortes d'horizons, de couleurs de peau, d'orientation, de diversité, de genre et d'orientation. Donc, c'est pour rendre, dans le fond, une société plus inclusive. Amener des discussions aussi, là, suite à ce qu'on remarque, on est en famille, des amis, peu importe, ça amène des discussions. Tout à fait. Oui, vraiment. Puis, tu sais, tantôt, justement, ça me fait penser, on parlait de privilèges aussi. Fait que je donne un exemple comme ça. Comme femme blanche, en fait, je vais vivre beaucoup moins d'oppression, de discrimination qu'une personne, par exemple, non-binaire, arabe, par exemple. Comme nommé tantôt, on est dans une société qui est cis-hétéronormative. Donc, ça amène son lot de complexité, là. Il y a un terme aussi que je voulais vous partager, l'intersectionnalité, qui fait un petit peu écho à ça, les privilèges. Donc, c'est un terme, pour faire une petite histoire courte, c'est un terme qui a été introduit par Crenshaw. Donc, en fait, c'est le fait de se situer au croisement, à l'intersection de plusieurs catégories de discrimination. Donc, en fait... Cette histoire courte, elle a introduit ce terme-là juste parce que durant les luttes féministes et du racisme, elle se retrouvait un petit peu nulle part. Donc, elle a introduit le terme d'intersectionnalité, donc voilà, en fait, ça crée une nouvelle expérience de la domination, des privilèges, donc qui est propre à chaque expérience de chaque individu. C'est ça, c'est super important comme terme aussi dans les diversités sexuelles. Oui, tout à fait. Puis on en a déjà parlé un peu, on l'a déjà abordé un peu jusqu'à maintenant, mais admettons, moi, si jamais je me considère comme hétérosexuelle, en couple, j'ai ma petite vie bien tranquille, est-ce que vraiment ça m'amène quelque chose d'en savoir autant sur toutes ces définitions, sur toute cette diversité? Est-ce que vraiment je peux être concernée par ça quelque part?
certainement. Question au hasard. Au hasard, là, comme ça. Ben, c'est sûr, dans la société, on l'a nommé, il y a une diversité de gens. Fait que c'est sûr qu'on ne vit pas sous une roche. Là. Donc, de comprendre, c'est encore là, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'y adhérer. Vraiment pas. C'est correct d'être un cis-blanc homme hétéro. Il n'y a aucun problème avec ça. En fait, c'est de comprendre ses privilèges puis d'être un allié pour les personnes qui vivent d'autres types de discrimination, en fait. Ouais. Puis juste d'être au courant, dans le fond, qu'il y a des gens différents de nous, là, de notre expérience. Je pense que c'est quand même très, très pertinent à faire comme apprentissage. Puis tu nommes le terme allié, ben c'est sûr que de savoir, de connaître un peu plus cette diversité, ben justement, ça peut amener à mettre en place, on va le voir dans quelques minutes, mais de mettre en place justement des petites façons assez simples, en fait, d'être allié. Donc, vous avez peut-être remarqué, au début de chaque présentation, on a nommé notre pronom, puis ben, c'est vrai que parfois, quand on est cisgenre, on a l'impression que c'est pas nécessaire, mais au contraire, tu sais, on en parlait à quel point c'est primordial parce que ça permet d'ouvrir en fait à cette diversité. Et s'il y a une autre personne autour de la table qui a un pronom différent, qui n'est pas cisgenre, ben finalement ça permet de ne pas être sous le spotlight, de ne pas être sous les projecteurs, parce que cette personne-là a peut-être pas du tout envie d'être la seule en fait, par exemple, à nommer son pronom. Donc c'est une façon parmi d'autres là, de pouvoir être allié, par exemple. Oui, puis je suis d'accord, on ne veut pas se mettre sous le spotlight. Généralement, les gens, justement, on ne veut pas se mettre sous le spotlight. Puis, tu sais, c'est vraiment juste des petits gestes bien, bien faciles. Là. Puis, tu sais, en plus, rentrer dans la norme, ben c'est encore... Ben, moi, je trouve ça... En tout cas, j'ai l'impression, vous me direz, là, j'ai l'impression que c'est encore plus facile pour les gens qui sont déjà dans la norme de juste, tu sais, venir aller donner leur pronom parce que ben ils vont pas se faire discriminer, en fait. Ouais, exactement. Donc, tu sais, des pronoms, quand on se présente à quelqu'un une nouvelle personne, ça peut être ça. Dans les Zooms, de juste mettre son pronom avec son prénom. Dans les courriels aussi. Donc, juste un peu normaliser un peu la chose. Comme ça, ben, quand les personnes qui ont des pronoms différents ben, qui arrivent, ça permet de justement un peu moins ressortir du lot. Puis des fois, je pense que les gens ils ont quand même une curiosité ou un intérêt à aller voir, mais il y a aussi la peur des fois de paraître des fois trop curieux ou d'être maladroit ou si on mégenre quelqu'un. Est-ce que vous aurez des conseils peut-être à donner par rapport à ça? Si quelqu'un veut aller voir comment procéder, que ce soit quelque chose d'authentique et vrai? Bien, c'est sûr qu'en prévention, Chloé l'a nommé, c'est de demander aux autres autour de soi quel pronom ils utilisent lorsqu'on les rencontre, puis de mettre aussi son propre pronom, puis de prendre le temps de s'informer sur le sujet. On l'a dit tantôt, ça change full, c'est normal qu'on ne soit pas au courant de tout, donc de prendre le temps un petit peu de s'informer, puis de s'éduquer en fait, de faire la différence, par exemple, entre l'assignation du sexe à la naissance, l'identité de genre, puis l'expression de genre, qui sont 3 termes, en fait, qui sont complètement différents, tu sais. Donc, voilà. Quand on mégenre quelqu'un, on peut juste se reprendre et continuer sa journée, parce que sinon, justement, ça met tout le monde mal à l'aise. Ça met l'emphase sur le malaise. Ça met l'emphase sur le malaise, oui, c'est ça. Fait que moi, personnellement, c'est ça que je préfère. Tu fais juste te reprendre, puis tu continues ta phrase. Puis sinon, un petit truc, c'est vraiment de se pratiquer à la maison. Quand il y a quelqu'un qui utilise un pronom qu'on n'est pas habitué à utiliser avec, tu fais juste te pratiquer devant le miroir, tu fais semblant de parler de cette personne-là. Ou, on peut se pratiquer avec des amis aussi. Puis sinon, pour la curiosité, ben généralement, je dirais que les gens de la diversité... on aime ça répondre à vos questions. En tout cas, moi, j'aime ça répondre aux questions. Tant que je sens que c'est une curiosité qui est saine. Si je sens qu'on me pose des questions pour trouver la petite pinotte, la petite graine, me piéger ou des choses du genre, ben c'est sûr que je voudrais pas répondre puis je voudrais sûrement pas vous parler par après. Mais tant que c'est de la curiosité saine, je pense que les gens sont généralement ouverts. À Intégral aussi, je pense on est pas mal tous ouverts à parler de notre expérience parce que c'est justement en parlant de notre propre expérience que ben ça permet d'ouvrir les esprits, puis fait que vous pouvez venir avec toutes vos questions. Il n'y a aucune question niaiseuse. Je pense même nous, dans la communauté LGBT, on a nous-mêmes des questions.
Bien sûr. Oui. Ben oui. Oui. On se questionne nous-mêmes sur nos propres identités. Donc, c'est sûr que ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Puis il y a 2 choses qui me viennent par rapport à ça. C'est que oui, il y a plein de personnes de la diversité qui sont prêts à répondre, mais c'est pas pour autant qu'elles sont obligées à le faire. Hein. C'est pas parce qu'on fait partie de la diversité qu'on a ce rôle d'éducateur, d'éducatrice à jouer, puis qu'on doit le faire en tout temps. Hein. Des fois, on n'a juste pas envie, puis c'est très correct aussi. Donc, encore une fois, ne pas supposer que parce qu'une personne fait partie ou s'identifie à la diversité qu'elle va faire notre éducation. Puis aussi, j'aime l'idée qui a été amenée de témoins actifs, hein, finalement, on a tous et tout un rôle à jouer là-dedans. Donc, c'est intéressant aussi de voir à quel point on peut être finalement actif ou passif ou complice, en fait, dans notre façon d'être. Donc, en formation, je donne souvent ce petit exemple-là, mais par exemple, si je suis dans un groupe puis que j'entends une personne dire une blague homophobe ou transphobe, je peux choisir de nommer que sa blague ne me fait pas rire puis que je suis pas à l'aise avec ce qui est en train de se passer. Donc là, je suis témoin active. Ça peut être aussi de ne rien dire, de ne rien faire comme si c'était rien passé. À ce moment-là, je suis passive. Ou alors, je peux rire à la blague. Et là, je fais en sorte que la situation de violence se perdure. Donc là, je deviens complice. Donc, c'est intéressant d'avoir ces notions de témoin actif, passif, complice, puis de voir aussi qu'il y a des interventions possibles à faire. Hein. Donc, l'intervention, elle n'est pas obligatoirement tout le temps directe. Hein. Ça dépend aussi de notre tempérament. On n'est pas toujours obligé d'aller à la lutte puis de nommer les choses sur le moment. Donc, il y a aussi tout plein de façons d'intervenir de manière indirecte. Donc, envoyer un petit lien, proposer de la formation, proposer un suivi. Donc, j'en profite pour nommer que, c'est ça, il y a du suivi individuel qui est offert gratuitement à l'ETS, donc en soutien psychologique, en sexologie, donc avec notre stagiaire, puis sûrement qu'on va accueillir aussi de nouvelles personnes en stage en sexo à l'automne. Donc, si c'est pas Marianne, malheureusement, mais ça sera une autre personne qui sera super, j'en suis sûre aussi. Donc, n'hésitez pas aussi à trouver vos façons pour devenir vraiment des alliés, faire partie de cette diversité-là en tant qu'alliés. Puis justement, tu sais, pour être un allié, en fait, on peut le faire de plusieurs façons. Tu sais, ça peut être de se sentir concerné, de s'informer, puis de consommer des produits culturels de la diversité d'orientation et de genre, de respecter les identités des autres, sinon d'agir, tu sais, de s'afficher comme allié, de prendre position. Encore là, ça revient au témoin actif. Lorsqu'il y a des commentaires haineux, par exemple. Toujours si c'est pas dangereux pour soi, là, on s'entend. Oui. Puis, mettons, de s'impliquer dans des organismes queer, d'aller à des spectacles, par exemple, de prendre conscience aussi de ses privilèges, comme on a parlé tout à l'heure, de poser des questions, puis d'écouter les personnes qui sont concernées aussi. Oui. Très important. Donc voilà. Ouais. Puis si pour les personnes qui écoutent justement, qui aimeraient avoir plus d'informations ou qui veulent s'informer davantage, où est-ce qu'ils pourraient aller ou qu'est-ce qu'ils pourraient aller chercher comme info? Déjà, il y a le Discord Intégral qui est disponible sur le pôle ETS. Donc, affiché, vous pouvez venir. Il y a des gens dans le comité organisateur qui vont avec plaisir répondre à toutes vos questions. Là. Juste pour ceux, celles qui ne le savent pas, donc Intégral, c'est un groupe étudiant de l'ETS. De l'ETS. Donc, voilà, juste, nous, on part du principe que tout le monde connaît, mais juste peut-être... Donc, c'est le club de diversité et d'orientation. Diversité d'orientation et de genre de l'ETS. Et on organise justement des petites tables rondes des fois. Donc, si vous voulez venir discuter sur des sujets, ça va nous faire plaisir. C'est ouvert à tous et même aux alliés. Donc, ça serait un bon début si vous voulez aller là. Il y a aussi des ressources qui sont sur le Discord pour tout le monde.
Oui, il y a les ressources que Marion a nommées tout à l'heure. Donc, SVE, stagiaire en sexologie, le soutien psy. Donc, voilà. Puis, tu sais, comme on a nommé tantôt, il y a certaines personnes de la diversité sexuelle et de genre qui sont pas à l'aise, en fait, de parler de leurs propres expériences. Donc, d'aller dans des, justement, comme le groupe intégral, des places qui s'annoncent, tu sais, pour donner de l'information, c'est peut-être les places idéales, en fait, pour aller chercher l'info. Il y a aussi des livres. Donc, je sais qu'il y a Alphabet Soup qui existe. Si, par exemple, la sexualité, vous avez bien raisonné avec ce que j'avais parlé, il y a beaucoup de livres de Angela Shen, qui est une autrice et qui écrit beaucoup sur la sexualité. Elle a justement fait la série Heartstopper, qui était bien populaire. Ouais. Donc, très bon. Elle a beaucoup de livres sur l'ouvrage. Les autres livres, je ne sais pas s'il y avait d'autres il y a un livre qui est quand même super intéressant. C'est un essai, en fait, qui s'appelle « Pour l'amour des hommes ». Il y a aussi Lily Boisvert, c'est un livre qu'on aime bien avec Marianne, là, le titre, c'est « Le principe du cum shot ». On a aussi, c'est ça, tu les as nommés, les autres. Il y a aussi la culture du viol. Il y a aussi les services psychologiques au service à la vie étudiante, là, des suivis individuels et des groupes de discussion aussi sur la masculinité qui est donné aussi avec Marianne et Kevin Faneuf, qui est notre intervenant de proximité. Il y a la campagne aussi BRP, Ensemble pour les diversités sexuelles et de genre. Oui, qui vient de sortir. Donc là, avec plusieurs activités là, qui ont lieu à partir du 20, je pense. Oui, exact. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Alors, merci beaucoup pour cette podcast-là. C'était vraiment très intéressant d'en apprendre davantage sur les relations. Si jamais vous voulez nous suivre, vous pouvez aller sur les plateformes Spotify, Apple Podcasts et ainsi que Google Podcasts. Donc, merci beaucoup, Marianne, Chloé. Merci beaucoup, Marion. Merci à chacune pour votre présence, puis aussi pour votre écoute, ceux qui nous écoutent. Donc, sûrement que ça a ouvert plein de questionnements, donc tant mieux, c'était ça le but. C'était vraiment de vous amener à réfléchir, à vous questionner et à vous informer. Donc voilà, on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bye.